3DFX, une marque qui a totalement disparu aujourd'hui mais qui était pourtant dans l'esprit de tous les gamers des années 90 grâce à ses cartes accélératrices 3D et à son API Glide. Salut, je suis certain que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de 3DFX, mais pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, eh bien, pas de panique, je vais essayer d'expliquer de quoi il s'agit. Je vais vous raconter l'histoire de 3DFX, mais aussi vous partager les tests que j'ai faits, les problèmes que j'ai rencontrés et également les solutions que j'ai trouvées. Mais avant ça, je dois faire un gros disclaimer. Bien que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo dans la moitié des années 90, j'ai pas de souvenir d'avoir déjà utilisé une 3DFX. Donc si je dis une bêtise ou si je vous rends fou en faisant une mauvaise manip, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour comprendre les origines de 3DFX, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. L'entreprise a été créée en 1994, un an après Jurassic Park, par des anciens de Silicon Graphics. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait l'ordinateur Unix que l'on voit dans le film, c'est rigolo. Et à cette époque, la 3D c'était quelque chose de nouveau. Il y avait de la place pour la concurrence et l'innovation, ATI et Nvidia n'étaient que des constructeurs parmi d'autres, et il n'y avait pas encore de standard dominant. DirectX, ou plutôt Direct 3D, n'existait pas encore, et OpenGL était perçu comme orienté pour les pros. Du coup, les jeux qui voulaient faire de la 3D se basaient sur le mode VESA, très dépendant de la vitesse du processeur, ce qui imposait bien souvent de se limiter à une résolution de 320 par 200. Et justement, le concept de 3DFX, c'est une carte accélératrice 3D qui se branche en série avec la carte graphique, ainsi qu'une API Glide pour les jeux. Si vous voulez, aujourd'hui on a surtout DirectX, OpenGL, Vulkan. Eh bien Glide c'était un peu ça, pour l'époque, pour simplifier. Par contre, il faut bien comprendre que les premières 3DFX n'étaient pas des cartes graphiques à proprement parler, puisqu'elles étaient incapables de faire de la 2D, c'était plutôt des sortes d'add-ons en PCI. Et il s'avère que leur première carte 3DFX, la Voodoo, sortie en 1996, s'est très bien vendue. Elle a fait un carton et a complètement conquis le cœur des joueurs. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Si vous prenez un jeu comme le tout premier Tomb Raider, voici à quoi il ressemblait avec le rendu standard VESA en 320 par 200. Et voici maintenant le rendu avec une 3DFX. Et oui, c'était de la haute résolution en 640 par 480 et c'était fluide. Imaginez un peu l'enthousiasme des joueurs face à un tel upgrade graphique. Par contre, cela ne fonctionnait pas magiquement, il fallait des patchs pour les jeux, mais il y en a eu beaucoup. Et ce succès critique s'est accompagné d'un fort succès commercial et d'une forte renommée. L'entreprise a même attiré l'attention de Sega et elle est passée à deux doigts de produire des puces graphiques pour la Dreamcast. En 1997, 3DFX tente de combler le manque de 2D avec la Voodoo Rush. Il s'agit en fait plus ou moins d'une Voodoo 1 avec une puce 2D en supplément. Malheureusement, une fréquence de fonctionnement inférieure, des problèmes de qualité et de compatibilité rendent cette carte plutôt anecdotique et pas vraiment appréciée. En 1998, 3DFX sort la Voodoo 2. Cette dernière, qui n'intègre pas de puce 2D pour se concentrer uniquement sur la 3D, se révèle plus puissante que les modèles précédents. Et surtout, elle introduisait un concept nouveau pour l'époque, le SLI, ou Scanline Interleave, qui permettait d'associer deux cartes ensemble afin de monter en 1024 par 768. Un truc de fou. Et en 1998, on a Windows 98 bien sûr, qui est déjà bien implémenté, donc 3DFX a produit des drivers compatibles avec ce système d'exploitation. En plus de l'API Glide et du driver MiniGL offrant le support d'OpenGL, il semble que la carte pouvait également faire fonctionner des jeux en Direct 3D. Tech PowerUp la cite d'ailleurs comme compatible DirectX 6, mais je n'ai pas trouvé beaucoup de ressources à ce sujet, donc prudence. La même année sort la Banshee. Cette dernière implémente à nouveau le support de la 2D, mais de manière native, non pas en reposant sur une puce additionnelle de mauvaise qualité. Cependant, ses performances en 3D sont un peu décevantes car sur beaucoup de jeux, elle est moins puissante que la Voodoo 2. Et si certains modèles utilisent le port AGP, elles ne savent pas en tirer parti et fonctionnent à la même vitesse qu'un port PCI. Dommage. Il faudra attendre la Voodoo 3 en 1999 pour que ces points soient corrigés. Décrite comme une Banshee améliorée, cette carte offre enfin son plein potentiel et bien que désormais soumise à une concurrence féroce, elle remporte un certain succès et marque encore une fois l'esprit des joueurs. Non seulement car à cette période de très nombreux excellents jeux sont sortis, mais aussi pour l'affect. Malheureusement, le succès ne durera pas, et le déclin de 3DFX sera aussi fulgurant que son ascension, et il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, il y avait la concurrence,
Car oui, 3DFX a tout de même dû affronter Nvidia avec sa Riva TNT2 et un peu plus tard la GeForce 256 qui ont été de très gros succès. Et puis, il y avait aussi les circuits de vente. Au début, 3DFX faisait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il concevait et fondait des puces graphiques, mais il ne faisait pas les cartes à proprement parler. Ces dernières étaient construites par des partenaires, par exemple Gainward ou Diamond, en suivant de près ou de loin un design de référence. Et ensuite, ils les vendaient soit au grand public, soit à des constructeurs de PC qui cherchaient des composants. C'est ce qu'on appelle l'OEM. Mais à partir de la Voodoo 3, ils ont choisi d'assurer eux-mêmes la production de leurs cartes. Et pour cela, ils ont acheté l'entreprise STB qui disposait d'un savoir-faire. Alors moi, en tant que geek, je me dis, pourquoi pas? Après tout, c'est un peu comme Apple qui aujourd'hui fait ses propres puces pour ses téléphones et ses ordinateurs et ça marche très bien pour eux. Sauf qu'il s'avère que non seulement 3DFX a mis beaucoup trop de temps avant de réussir à travailler avec STB, ce qui a permis à Nvidia et ATI de prendre de l'avance, mais en plus ça les a pénalisés sur le marché de l'OEM. Car oui, avec les Voodoo 1 et Voodoo 2, 3DFX travaillait avec plein de partenaires pour faire construire ses cartes, mais pour la Voodoo 3, c'était désormais uniquement STB. Et donc les anciens partenaires se sont tournés vers Nvidia ou ATI, ce qui au final n'a fait qu'augmenter la concurrence. 3DFX s'est donc retrouvé dans une position délicate car en retard tant sur le plan technologique que sur les capacités de production. Alors j'ai fait quelques recherches sur des forums un peu vieux, sur des threads un peu vieux, et j'ai vu que beaucoup d'utilisateurs reprochaient à 3DFX la limitation de couleur à 16 bits. Et ce qui est intéressant, c'est que côté 3DFX, l'argument c'était que 16 bits était suffisant parce que 32 bits ça ferait ramer les jeux. Sauf que du côté de Nvidia, avec les TNT et TNT2, eh bien, ils faisaient du 32 bits et les jeux étaient tout à fait jouables. Donc, l'argument, il tombait un peu à l'eau. Et puis, il y a peut-être eu aussi un effet Osborne avec l'annonce précoce des Voodoo 4 et Voodoo 5 qui a fait de l'ombre aux ventes de la Voodoo 3. Si vous ne connaissez pas l'effet Osborne, déjà aucun rapport avec le Prince des Ténèbres ni avec le Bouffon Vert, c'est en rapport à une entreprise éponyme qui vendait des ordinateurs au début des années 80. Alors qu'ils commercialisaient l'Osborne 1, leur fondateur, Adam Osborne, a annoncé que la compagnie travaillait sur de prochains modèles censés être plus performants. Le problème, c'est qu'ils n'étaient qu'au stade de prototype, ils étaient loin d'être prêts à arriver sur le marché. Or, les clients, eux, ils se sont dit que ça ne servait plus à rien d'acheter des Osborne 1 et qu'il valait mieux attendre la prochaine génération. Et ça a provoqué une chute des ventes qui a contribué à la faillite de la compagnie très rapidement. Alors l'histoire cite également d'autres causes, notamment l'arrivée de concurrents moins chers sur le marché, mais l'effet Osborne s'est tout de même ancré dans les esprits. Bref, je m'égare. Revenons à l'histoire de 3DFX. Nous sommes donc maintenant en l'an 2000 et 3DFX, qui accuse déjà d'importantes pertes financières, décide de racheter l'entreprise Gigapixel. Et elle n'a pas été choisie par hasard puisqu'elle a failli être retenue par Microsoft pour construire la Xbox, première du nom, rien que ça. Mais finalement, au dernier moment, c'est Nvidia qui a remporté le contrat. D'après les communiqués de presse, 3DFX voulait profiter du savoir-faire de Gigapixel en termes de process de production. Mais bon, ils n'en auront pas le temps puisque 3DFX sera considéré en faillite quelques mois plus tard, sous la pression de leurs fournisseurs. C'est donc à contre-cœur qu'ils acceptent de vendre à Nvidia une importante partie de leur activité, incluant leurs produits, leurs brevets, mais aussi leurs ingénieurs. Nvidia était notamment intéressé par le SLI, même s'ils l'implémenteront de manière différente sur leurs cartes. Et au final, cette histoire est un peu triste puisque tout ce qu'ils voulaient, c'était prendre le temps de faire un bon produit. Et cette entreprise qui était précurseur dans son domaine, eh bien, elle aura été rendue obsolète par la concurrence en quelques années à peine. Très bien, passons maintenant à la partie test des cartes. Voici les deux 3DFX. Ce sont des Voodoo 2, sortis en 1998, car les premiers modèles, les Voodoo 1, entre guillemets, qui sont sortis en 1996, eh bien, j'en ai pas. Ce sont des cartes que mon père a achetées il y a très longtemps et il les a gardées même s'il ne les utilise plus depuis près de 25 ans. Et je suis super content de les avoir car mine de rien, ce sont presque des pièces de collection. Elles sont pas encore rendues au prix des Adlib, mais elles sont tout de même assez chères sur le marché de l'occasion. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut compter à peu près 200 € sur eBay. Au premier coup d'œil, on pourrait penser que ce sont des cartes graphiques, mais il y a tout de même deux détails intrigants. Tout d'abord, le fait qu'elles utilisent un port PCI, alors que les cartes graphiques utilisaient plutôt l'AGP à l'époque. Mais bon, c'était très récent, donc pourquoi pas. Mais surtout, regardez les connecteurs. Alors ça, c'est un VGA femelle classique, c'est pour brancher un écran, rien d'anormal. En revanche, cet autre connecteur mâle, lui, est étrange. Qu'est-ce qu'on peut bien pouvoir y brancher ? Eh bien en fait, comme dit précédemment, ce ne sont pas des cartes graphiques, ce sont des cartes accélératrices 3D et elles sont complémentaires.
Et du coup, ce fameux connecteur, il sert à brancher la 3DFX en série, entre la carte graphique et l'écran si vous préférez. En situation nominale, la 3DFX agit en passe-plat. Le flux vidéo envoyé à l'écran provient directement de la carte graphique. Cependant, lorsque l'on démarre un jeu et que le driver initialise la 3DFX, eh bien elle prend le relais et c'est elle qui génère le rendu vidéo avec les graphismes en 3D. Et puisque ce n'est pas une carte graphique, elle n'a techniquement pas de GPU, on parle plutôt de TMU, Texture Mapping Unit. Et selon les modèles, la quantité de mémoire peut varier. Sur cette Diamond, par exemple, il y a 8 mégas, alors que sur cette Gainward, en revanche, il y a 12 mégas. Allez, c'est parti, on va tester ces cartes pour de vrai. Je vais commencer avec un setup DOS, et pour cela, je vais ressortir mon Pentium 120 MHz. Ce sera une machine très appropriée pour tester une 3DFX. Et juste pour info, voici à quoi ressemble la carte graphique. C'est une Cirrus Logic en PCI et elle est vraiment minimaliste. Pour comparer, voici une GTX 1070 à côté. J'ai plein de ports PCI libres dans ce PC, donc j'en choisis un et j'insère la carte. Ensuite, je la visse. Et il ne reste plus qu'à brancher les câbles. Alors il est un peu capricieux, et pourtant je suis bien dans le bon sens. Mais je vais faire attention pour ne pas tordre de pin. Voilà. Et ensuite, il ne reste plus qu'à brancher l'écran. Pour l'instant, tout va bien. L'ordinateur a démarré et j'ai bien de l'affichage. Alors, dans ma collection, j'ai un jeu que j'aimais beaucoup à l'époque quand j'étais petit, c'est Screamer 2. C'est du rallye automobile, de type arcade. Et j'ai appris qu'il pouvait tourner avec une 3DFX à l'aide d'un patch, donc c'est l'occasion de tester. Je suis allé sur le site de Phil's Computer Lab et j'ai téléchargé 2 patchs. Un censé fonctionner sur les Voodoo premières du nom, et un autre destiné aux Voodoo 2 et 3. Et pour ce dernier, il y a aussi un fichier glide2x.ovl à copier. Ça commence mal car le patch destiné au Voodoo 2 ne marche pas. Il me dit qu'il ne détecte pas de 3DFX. Bon, c'est pas grave, on va tester l'autre. Alors pour cet autre patch, il y a des variables d'environnement à injecter afin que la Voodoo 2 accepte de lancer le jeu. Apparemment, elles sont nécessaires pour initialiser la carte et setter quelques valeurs comme la fréquence du TMU. Ah, alors je ne sais pas si on peut dire qu'il y a du mieux car le jeu se lance mais l'ordinateur crache totalement. À ce moment-là, je suis un peu dubitatif car je ne sais pas si le problème vient du jeu, des patchs, de la 3DFX, de ma config. Donc je décide de mettre un peu Screamer 2 de côté et je vais tester un autre jeu. Essayons avec Tomb Raider. Je suis pas hyper fan du tout premier, mais c'est un jeu qui est très représentatif de ce que la 3DFX pouvait apporter. Je suis donc retourné sur le site de Phil's Computer Lab et encore une fois, il y a 2 patchs à tester. Le premier patch est pour la Voodoo 1 et a besoin des variables d'environnement, donc je vais reprendre les mêmes que pour Screamer 2. Ah, j'ai cru pendant une seconde que ça allait marcher, mais l'ordinateur semble avoir planté. J'ai plus d'affichage et j'entends pas non plus le son du jeu, donc y a plus qu'à rebooter. Bon, essayons avec le second patch, qui s'appelle Tomb Rush, et c'est censé être pour les Voodoo 2 et 3. Là, il m'indique qu'il n'arrive pas à charger une DLL. J'ai eu une intuition et j'ai copié le fichier glide2x.ovl que j'avais pour Screamer 2. Oui. Et cette fois, le jeu fonctionne, mais il y a quelque chose qui me chiffonne car je ne vois pas de différence. Il est toujours en basse résolution. Alors en fait, il faut appuyer sur F1 pour passer en haute résolution. Oula. Oulala. Je suis quasiment certain que la 3DFX n'est pas utilisée. Ok, on va bouger un peu. Appuyez sur la touche. Et d'ailleurs, pour vérifier ça, je vais brancher l'écran directement sur la carte graphique, non plus sur la 3DFX. Et comme je m'en doutais, étant donné que l'affichage est toujours là, la 3DFX n'était pas utilisée. Décidément, cette histoire ne commence pas très bien puisque jusqu'à présent, je ne suis pas parvenu à faire cracher le moindre pixel de cette carte.
Et vous savez, c'est très fréquent que je me lance dans un projet en pensant que ce sera facile et rapide, alors qu'en fait, rien ne fonctionne. Et d'ailleurs, c'est assez difficile de trouver des informations sur DOS et 3DFX, puisque la plupart des documentations et sujets parlent de DOSBox, ou de wrappers comme Nglide dont je reparlerai juste après. Et au final, eh bien, il ne reste que Vogons et le site de Phil's Computer Lab qui donnent des infos utiles. J'ai passé des heures à essayer de faire marcher cette maudite carte. J'ai même installé Windows 95 pour voir s'il ne fallait pas un driver ou une version de DOS plus récente, mais rien à faire. Screamer 2 et Tomb Raider n'ont jamais accepté de se lancer avec la 3DFX. Alors, à force de chercher, j'ai fini par tomber sur cette vidéo qui présente des méthodes pour troubleshooter les 3DFX. Alors moi, j'ai pas le matériel nécessaire pour inspecter en détail les soudures des composants, mais ça m'a mis sur la piste d'une carte défectueuse. Du coup, j'ai testé avec l'autre carte que j'avais à ma disposition, et devinez quoi, ça fonctionne. Regardez le logo 3DFX, c'est magnifique, non ? Je peux enfin jouer à Tomb Raider en haute résolution de manière fluide. Voici à quoi ressemble le jeu sans 3DFX, et voici à quoi il ressemble avec 3DFX. C'est quand même beaucoup plus agréable. Au passage, c'est avec une très grande tristesse que je déduis que ma Voodoo 2 de marque Diamond doit être HS. Jetons maintenant un coup d'œil à Screamer 2. Ce jeu propose un mode basse résolution et un mode haute résolution, mais tout comme Tomb Raider, le mode haute résolution est quasi injouable, beaucoup trop lent et les contrôles ne répondent pas bien. Du coup, il faut jouer en basse résolution, mais ça pique vraiment les yeux. Je dirais même que sur certains circuits, on voit rien du tout, on ne comprend les virages qu'au dernier moment. Et en mode 3DFX, du coup, eh bien c'est beaucoup mieux. Des graphismes en haute résolution, des couleurs 16 bits et une fluidité à toute épreuve. Le seul problème que je note, c'est cette espèce de glitch graphique avec des lignes blanches qui apparaissent sur la route, comme si les textures se déchiraient, mais bon, c'est pas trop grave. Alors jusqu'à présent, on a vu que des jeux DOS pour lesquels un patch était nécessaire, mais il existe aussi de nombreux jeux sous Windows qui prennent en charge nativement les 3DFX et donc l'API Glide. Pour vérifier ça, j'ai ressorti mon build Athlon XP, celui que j'ai construit à l'occasion d'une série de vidéos. Et alors pour info, il y a eu quelques petits changements. J'ai remplacé la TI 4200 par une MX 440, sûrement moins puissante mais aussi beaucoup plus silencieuse. Et j'ai également retiré la carte son. L'essentiel, c'est qu'il tourne toujours sous Windows 98 SE. Je suis allé voir sur le site Vogons et j'ai trouvé plusieurs pilotes pour Voodoo 2, dont un qui est censé être spécifiquement pour la mienne, la Gainward, même si je pense qu'ils doivent être tous plus ou moins identiques. Et l'installation de ce driver est très sobre, il n'y a même pas d'installeur en fait, c'est juste un fichier INF. Par la suite, cela fait apparaître un nouvel onglet à côté des propriétés graphiques du bureau, et j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'on peut y faire, mais ça permet de vérifier que la carte est bien prise en charge. Alors je précise que pour la suite, je vais comparer Direct 3D sur la GeForce 4 MX 440 avec Glide sur la Voodoo 2, forcément. Et donc à chaque fois que je vais dire Direct 3D, en fait je sous-entends Direct 3D sur la GeForce 4. J'ai commencé par tester Rogue Squadron. C'est un jeu sorti en 1996 sur PC et sur Nintendo 64. Voici le rendu en Direct 3D, sur la seconde mission du jeu. Et voici maintenant le rendu avec Glide, donc en utilisant la 3DFX. J'avoue avoir du mal à faire la différence, mis à part que la 3DFX nécessite de réajuster l'affichage et que le jeu est moins fluide, et aussi que les couleurs sont peut-être un poil plus froides qu'en Direct 3D, mais bon, c'est peut-être dans mon esprit. Je précise qu'à chaque fois je suis en 800 par 600, qui est la résolution maximale supportée par la Voodoo 2. Ah oui, et je sais qu'un des jeux représentatifs de l'ère 3DFX est Unreal. Malheureusement, je ne suis pas parvenu à le faire fonctionner en Glide. J'ai fait une recherche sur ce message d'erreur et je suis tombé sur un thread de Vogons où l'auteur, qui n'est autre que Phil's Computer Lab lui-même, a dû installer des pilotes Fast Voodoo. C'est donc ce que j'ai fait, mais dans mon cas, ça ne marche pas. Et comme j'ai déjà passé beaucoup trop de temps sur ce projet, eh bien malheureusement, je n'ai pas pu creuser plus que ça. Donc tant pis. À la place, j'ai testé Midtown Madness, une sorte de jeu d'arcade avec des voitures, édité par Microsoft en 1999. Et alors que je testais le rendu en Direct 3D, ceci est arrivé. Apparemment, je ne suis pas le seul à rencontrer ce bug, ce sont les piétons qui créent ces glitches graphiques sur les Nvidia un peu trop récentes.
J'ai donc désactivé ces piétons, et là c'est beaucoup mieux. Voici maintenant le rendu Glide avec la 3DFX. Là encore, j'ai un peu de mal à voir la différence, à part peut-être les couleurs un poil plus ternes et bien sûr la perte d'image par seconde, comme sur Rogue Squadron. Au passage, j'ai d'excellents souvenirs de ce jeu, mais avec le regard d'aujourd'hui, je suis beaucoup moins fan. J'ai ensuite testé Total Air War, le jeu de simulation aérienne sorti en 1998, la même année que ma Voodoo 2 pour le coup. Voici le rendu en direct 3D. Et c'est mon avis, mais je trouve le jeu plutôt beau, surtout par rapport à son âge. Et voici maintenant le rendu sous Glide avec la 3DFX. Et alors là, je suis très mitigé, la différence est quand même flagrante. Et je ne sais pas vous, mais moi je préfère le mode direct 3D, très largement. Et pour finir, voici 3D Mark 99. Alors le score en lui-même n'est pas très intéressant, car il est évident que la GeForce 4 va éclater la Voodoo 2, il y a quand même 4 ans d'écart entre les deux, mais néanmoins on voit clairement la différence de rendu, et là encore le Direct 3D me semble un peu plus beau. J'ai ensuite voulu tester à nouveau Screamer 2, sur le mode DOS de Windows 98, mais je ne sais pas trop pourquoi, le jeu refuse de se lancer, il ne semble pas détecter la carte 3DFX. À ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème avec ma config, du genre elle est peut-être trop récente pour mes tests. Du coup, j'ai sorti une autre plateforme, une autre carte mère. Il s'agit d'une Asus P2L97 en Socket One avec un Pentium 2 à 300 MHz, une GeForce 4 MX 420 et une carte son Vibra 16. Et alors je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais cette fois Screamer 2 fonctionne dans le mode DOS de Windows 98. Par contre, il y a toujours ce problème de déchirement des textures sur la route, ainsi qu'un étrange bug de physique. Regardez, les voitures semblent glisser vers la droite sur la ligne de départ, et l'IA du jeu semble avoir du mal à négocier les virages. Phil's Computer Lab dit souvent que ce jeu est dépendant du CPU, donc je pense que mon Pentium 2 à 300 MHz doit être trop rapide. Pour le LOLs, j'ai mis mes deux cartes Voodoo 2 en SLI, mais comme prévu ça ne fonctionne pas car la Diamond est défectueuse. Faisons un premier point. Donc pour les jeux DOS, cette 3DFX Voodoo 2, elle est très bien puisqu'elle apporte des graphismes améliorés, beaucoup plus fluides. En fait, c'est juste la vraie 3D dans DOS. Sur Windows, par contre, comment dire ? Disons qu'il y a beaucoup de concurrence avec les cartes qui supportent Direct 3D et donc cette Voodoo 2 et l'API Glide sont quand même beaucoup moins indispensables. Alors il y a certainement une question d'affect qui peut entrer en compte, ou peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent le rendu 16 bits caractéristique de N-Glide, mais le fait est que beaucoup de gens à l'époque ont pu s'en passer, et j'en fais partie. Je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire que j'aurais dû tester avec une Voodoo 3, puisque cette carte était quand même beaucoup plus appropriée pour Windows, c'est-à-dire qu'elle supportait déjà Direct 3D nativement, mais il y a juste un problème, c'est que les Voodoo 3 sont hors de prix. Et justement, c'est une excellente transition pour parler des alternatives au 3DFX. Par exemple, avec DOSBox X, un fork de DOSBox, il est possible d'émuler une Voodoo. Personnellement, je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner, mais le rendu semble plutôt correct. Et puis ensuite, on a les wrappers. Alors eux, ce ne sont pas des émulateurs, ce sont des surcouches qui traduisent l'API Glide en Direct 3D, ce qui permet d'utiliser quasiment n'importe quelle carte graphique. Pour les plus connus d'entre eux, il y a N-Glide, qui requiert Windows XP minimum ainsi qu'une carte graphique compatible DirectX 9, si j'en crois le site officiel. Pour tester, j'ai donc encore changé de PC, et j'ai pris le HP Pavilion qui tourne sous Windows XP. Après avoir installé N-Glide, je vois que Rogue Squadron me propose l'API Glide, comme si j'avais une carte 3DFX. Parfait. En revanche, le rendu est complètement cassé. En fait, l'ATI Radeon 9000 dans ce PC n'est pas compatible DirectX 9. J'ai donc dû mettre une autre carte, en l'occurrence cette Radeon 9600 Pro Advantage. Et du coup, ça marche plutôt bien maintenant. N-Glide semble vraiment très facile à utiliser et très efficace. Malheureusement, il ne semble pas supporter les jeux DOS et ne semble pas non plus fonctionner sous Windows 98. Heureusement, il y a d'autres projets, par exemple DG Voodoo. Et alors il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre comment fonctionne DG Voodoo, car la documentation est un peu austère, il n'y a pas vraiment de tutoriel pour les débiles comme moi, donc il faut lire le readme, faire des essais et des erreurs jusqu'à comprendre comment ça fonctionne. Du coup, je vous donne l'astuce, décompresser DG Voodoo dans le répertoire du jeu DOS,
et lancez l'exécutable. Ensuite, ouvrez une console DOS et lancez un jeu. Par exemple, ici Screamer 2. Et ça marche plutôt bien, par contre il y a encore ce problème de tearing sur la route, ainsi que la physique étrange qui fait glisser les voitures sur la droite. Tout ceci est très prometteur, en revanche, je n'ai pas réussi à faire fonctionner Rogue Squadron avec DJ Voodoo. Décidément, il ne semble pas exister de wrapper universel. Allez, pour vous remonter le moral, une petite histoire amusante. Il y a quelques années, LGR a fait une vidéo où il faisait tourner Doom 3 sur une Voodoo 2. Et oui, le Doom 3, celui qui est sorti en 2004, alors que la Voodoo 2 est sortie en 1998, soit 6 ans d'écart. Bien sûr, quand on voit la tête du jeu, on comprend que c'est surtout pour l'exploit, hein. C'est pas vraiment jouable, je pense. N'empêche, ça a presque un certain charme, hein. On dirait un peu du Half-Life 1, mais en plus moche, je trouve. On va dire que, le jeu est lumineux du coup. Ceci conclut cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.